dépassé? Les Frunji, l'ANC a été créé en 1912, mais ils sont arrivés au pouvoir en 1994, après 82 ans de lutte. Donc, dans la tradition politique et révolutionnaire, ça ne nous fatigue pas. C'est-à-dire, on se dit, pour l'instant, les colons ont voulu qu'on nous efface de la scène politique et ça s'est poursuivi depuis l'indépendance. On est effacé. Bon, il y a des UPCistes qui sont des alliés du RDPC, mais ils n'ont pas apporté avec eux un peu de l'idéologie de l'UPC qui était, bon... Vous pensez que l'UPC continue de résister à ce que vous considérez comme étant une chasse aux sorcières de son existence? Mais il y a une chasse aux sorcières. Que je vous dise, sincèrement, quand Mitterrand arrive au pouvoir, le 10 mai 1981, l'Union des populations du Cameroun lui écrit pour le féliciter, parce que nous sommes un parti de gauche. Oui. On lui écrit... Mitterrand, dans son temps... Mitterrand, en 81, oui, voilà. tout à fait. Et donc, on lui écrit et on lui dit que, vous savez, on vous écrit parce qu'on est de la même famille politique, on est des socialistes, et on vous signale que nous vivons une dictature féroce. Et Mitterrand a répondu à cette lettre de la direction de l'UPC. Il nous a remerciés et il a dit « Je connais votre situation, le moment venu, je m'en occuperai ». C'est à ce moment-là que l'UPC a pris la décision de faire rentrer tous ceux qui peuvent rentrer au Cameroun. On fait un congrès en mai 82 et à la surprise générale, le président Ahidjo démissionne en novembre. Et nous écrivons la première lettre qu'on écrit, c'est à Paul Biya, une lettre de soutien pour l'encourager à aller vers la démocratie et lui dire de ne pas suivre les pas de son prédécesseur. Il ne nous a pas répondu. Mais quand Mitterrand l'a convoqué en début 83, dès qu'il est arrivé à l'Élysée, le président lui a dit « Bon, je connais la situation chez vous. Vous dites quoi? Il y a beaucoup de gens qui sont exilés. Il faut qu'ils rentrent et il faut faire la démocratie. » Et c'est là que Biya décide que, bon, je ne peux pas faire la démocratie pour l'instant parce qu'il y a 250 ethnies. Par contre, tout le monde peut rentrer et c'est comme ça que nous, on est rentrés. Alors, pour rester dans le sillage, n'est-ce pas, de cette histoire politique et des engagements de l'Union des populations du Cameroun, on a perçu dans ses premiers propos l'engagement de la militante ferme qui reste ancrée dans ses convictions autour de l'UPC. Oui, c'est ça. Le regard que vous portez aujourd'hui sur la scène sociopolitique nationale, commençons déjà par évoquer la question des libertés publiques. Justement, vous parliez de ceux qui étaient exilés, du régime sous Ahidjo. Aujourd'hui, quel est le regard que vous portez quelques 30-40 ans après? Ah, les libertés publiques, vous savez, le président nous a dit qu'on pouvait rentrer, mais après, il nous a tous mis en prison. Donc... C'était sans motif? Non, le motif, c'était qu'on était des dangereux UPCistes. Peut-être que le discours... Et donc, la main tendue, il ne l'a pas accepté, au contraire. Y avait-il pas d'activité qui semblait... Ah non, non, il y a toujours des activités. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le parti qui vous tend la main, qui vous dit « nous allons collaborer avec vous si vous allez dans le sens de l'instauration de la démocratie ». Cette lettre, il n'a pas répondu à notre lettre. Malgré tout, on est rentré et on a commencé à faire nos activités en clandestinité, mais il nous a tous mis en prison. Dans le cas qui vous concerne, vous avez connu la prison dans cet épisode-là. Qu'est-ce qu'on vous reprochait officiellement, tout au moins? Ben, on nous reprochait que d'abord, quand on tombe, quand on attrape un, on le torture. Et moi, on a trouvé mon nom dans les papiers des Canets.
C'est comme ça Anissé Ekane, c'est le président du Maniden. Exactement, c'est comme ça qu'on est aussi venu me chercher. Mais entre-temps, il faut que je dise quand même qu'en 83, il y a une grosse crise qui a éclaté entre le président Ahidjo et le président Paul Biya. Pourquoi? La crise hiérarchique. Oui. Parti politique et président de la République, président du parti unique et président de la République. Parce que quand le président prend donc ses engagements à Paris, le président Ahidjo qui est à Yaoundé, en tant que le président Biya est en train de prendre des engagements et il se fâche, il fait venir la presse officielle, il fait venir Cameroun Tribune et il dit ouvertement que le parti est au-dessus de l'État. C'est-à-dire que c'est le parti qui définit la politique et l'État applique. Évidemment, l'UPC, son sang n'a fait qu'un tour. On a fait une déclaration violente contre cet aspect. Mais ce que Ahidjo a dit était vrai, parce qu'au congrès de 75, Ahidjo a réaffirmé, au congrès de Douala en 75, il a réaffirmé haut et fort que c'est le parti qui définit la politique et l'État applique. Donc pour dire que les engagements de Paul Biya, ce ne sont pas des engagements du parti. Donc il ne connaît pas bien le parti. Peut-être qu'il faudrait rappeler à nos téléspectateurs que bien que le président Amadou Ahidjo avait démissionné, il gardait la tête de l'UNC et donc président de l'UNC. Et notamment, ça devrait donc être le parti et donc lui à la tête qui définirait la politique. Il dit qu'il n'avait pas à le dire parce que c'est lui qui définit la politique du pays. Donc l'UPC réagit violemment et on fait une déclaration. On dépose à Radio Douala, il n'y avait pas de télé. Et quand on envoie ça à Yaoundé, le président, la présidence donne l'ordre de diffuser la déclaration de l'UPC. C'est qui courrouce davantage le président Ahidjo. Bien sûr, parce que du coup, le président, les gens commencent même à se demander si Biya n'est pas UPCiste. Mais pour lui, heureusement, parce que quand nous avons réagi, l'UNC est entré sous le lit, fatalement. Le président est toujours à Yaoundé. L'UNC n'a rien dit. C'est nous qui avons parlé. Qu'est-ce qui se passe donc? Le président appelle à nouveau Mitterrand. Il lui dit, bon, je suis en difficulté avec le président Ahidjo. Et Mitterrand lui dit, je vais arriver au mois de juin. Au mois de juin, Mitterrand arrive, on est en 83. Cet adoubement que c'était voilà, pour l'adouber devant l'Assemblée nationale, il fait un grand discours, etc. Mais Biya était bien content de trouver que le parti qu'on appelle l'UPC l'a soutenu dans son bras de fer. Voilà. Alors, partie de ces années de transition, on va le dire comme ça, l'arrivée du président Paul Biya au pouvoir, et puis le retour du multipartisme. D'ailleurs, vous avez fait les frais, vous disiez tantôt, de l'emprisonnement, retour du multipartisme dans les années 90, et puis on passe en 92 avec ce qui continue d'être la polémique sur les résultats de la présidentielle cette année-là. On est donc rendu... on a envie de dire dans les alentours des années 2018 et maintenant. Qu'est-ce que vous faites comme constat sur le plan de l'évolution, non seulement du processus démocratique, des contingences et des avancées plus ou moins perceptibles? D'abord, l'évolution, on ne s'attendait pas du tout à ce que les partis politiques ne puissent pas fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a eu un gel de la démocratie. Vous ne pouvez pas dire que nous sommes en démocratie et nous, les partis de l'opposition, ne pouvons pas fonctionner. On ne peut pas faire de réunions publiques. Avant 90 ou après 90? En 90, depuis 90. On ne peut pas faire de réunions publiques, on ne peut pas faire de meetings. C'est-à-dire que les partis de l'opposition sont dans une espèce de niche où on les sort le temps d'une campagne électorale, c'est-à-dire 2 semaines, et après... on n'a plus que les plateaux de télé. Dans un couloir de silence, vous voulez dire? Ah oui, oui, oui. Donc, les partis politiques ont été un peu réduits à ça. Et c'est donc sur les plateaux qu'on apprend ce que pense tel parti ou tel autre parti. Mais est-ce que vous pensez que ces formations politiques ont suffisamment creusé dans la structuration de la mémoire collective, mais surtout aussi dans la capacité à faire un contrepoids? On a souvent parlé des dissensions au sein de la classe politique, avec une incapacité justement à se mettre ensemble, à tenir le bon combat. Oui, mais ça c'est ce qu'on dit.
Mais on a fait 6 mois de ville morte. Hein. On était unis comme les 5 doigts de la main. Là, vous parlez de 90. En 91. 90, 91. Oui. On était unis. Vous pensez que cette union que vous décrivez existe aujourd'hui? Ça a volé en éclats. Il y a eu le CNRR, la coalition de 2004. Qui n'a pas tenu? Qui a volé en éclats. Elle a volé en éclats, pourquoi? Parce que Frunzi estime qu'il a un électorat puissant et qu'à ce titre, quand on fait une coalition, il ne doit pas être éliminé au motif qu'il ne parle pas français. C'est pas à lui de s'aligner alors qu'il dit avoir le potentiel électoral. C'est que c'est comme ça, les coalitions en Europe et tout. C'est le parti qui est le plus puissant qui est devant. Les autres viennent derrière. Et donc, dans ce sens-là... Sauf que certains lui reprochaient de n'avoir pas posé ce préalable avant le début des négociations. Non, ce n'est pas ça. Ils ont fait une plateforme en disant il faut que tu sois parfaitement bilingue. Frunzi n'était pas bilingue. Mais Frunzi estimait que, comme on a 2 langues nationales, il a la liberté de s'exprimer en celle qu'il maîtrise le mieux. Qu'il maîtrise le mieux. Donc, on lui a dit non, ce n'est pas possible. Et le Frunzi a dit non. Vous tous qui êtes autour de moi, là, vous voulez mon électorat. Et mon électorat est puissant. Alors, si je ne suis pas devant, je claque la porte. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, entre 2004 et 2018, on a fait face aussi à ces balbutiements ou cette incapacité de l'opposition à se mettre ensemble. Et aujourd'hui, on parle des alliances comme celle de l'APC et l'autre portée par le docteur Billet. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les mêmes causes produisent les mêmes effets finalement au sein de l'opposition? Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai rencontré Billet. Aujourd'hui, ce que les partis veulent faire, c'est une transition. Or, Biya n'a pas encore dit que c'est l'heure de la transition. Quand le président qui est aux affaires ne dit pas qu'il y a une transition, vous décidez qu'il y a une transition. Et puis quand vous débattez, vous vous rendez compte qu'il faut que Biya dise que l'heure de la transition a sonné. Alors on y va. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, il faut respecter, c'est-à-dire il faut être dans une situation où il y a des coalitions. Et quand il y a des coalitions, ça donne un plus pour avoir des chances de battre le candidat du RDPC. Et donc, s'il n'y a pas ces coalitions-là, on ne peut pas espérer faire Mais qu'est-ce qui fait problème de votre point de vue? Rendu aujourd'hui, à la veille de 2025, c'est une échéance importante. Comment justement faire en sorte que l'opposition franchisse le cap, fasse justement cette action vers la coalition, les alliances que vous semblez décrire comme étant la solution magique? Oui, ça a fonctionné en 92. Maintenant, ça a du mal à fonctionner parce qu'il y a des égos toujours plus forts. C'est-à-dire que tous ceux qui sont là, tous ceux qui disent on va faire une coalition autour d'un tel, du moins, celui qui est l'auteur de la coalition, il espère bien que ce sera lui, le porte-drapeau de la coalition. Et puis, on entend que non, telle coalition, finalement, a sauté parce qu'on ne sait pas. On n'arrive plus à faire une coalition. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'égos qui sont en jeu. Et il y a une chose qui, fatalement, va jouer. C'est qu'il faut qu'il y ait des programmes et peut-être des idéologies comparables qui font que, bon, par exemple, le social-démocrate SIF peut s'allier avec l'UPC. C'est-on parler parfois des alliances contre nature qui, voilà, dans l'essence, ne peuvent pas aller dans le même sens au sein de ces alliances. C'est vrai, mais quand on veut faire une alliance, quand on a fait la coordination des partis de l'opposition, c'est l'UPC qui a rédigé cette plateforme en clandestinité. On a fait la coalition qui a rassemblé toute l'opposition. Et il y avait dedans, à la fin de la coalition, même au milieu, le patron, c'était le bras droit d'Aïdjo, c'était Ebois Samuel.
que nous avons soutenus, comme le patron de notre de la coordination. La coordination, oui. Oui, et Bois a été un bon patron de la coordination. C'est-à-dire que quand vous avez un but, bon, on avait une plateforme qui allait des petites choses à faire, mais qui aboutissait à la conférence nationale souveraine. Qui était l'objectif final. Qui était l'objectif final. Parce que à cette conférence nationale, on aurait examiné, par exemple, la forme de l'État. C'était important parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que la plupart des partis et les plus grands partis, puisque toute l'opposition y était, tous les partis, à quelques exceptions près, étaient pour le retour au fédéralisme. Au fédéralisme. Tous. Alors, on reviendra peut-être en quelques mots sur cette question du fédéralisme lorsqu'on va évoquer, on va évoquer votre regard sur les questions sécuritaires, notamment dans les régions du Nord et du Sud-Ouest. Oui. À côté des formations politiques, nous avons la société civile. Oui. Certains lui prêtent un rôle, certains la pointent du doigt comme étant pas suffisamment poignante. Comment vous l'entrevoyez dans le contexte camerounais pour apporter sa pierre à l'édifice, déjà sur le plan de son activité et peut-être sur le plan de sa meilleure structuration? Bon, il faut que je dise l'origine de la société civile. Oui. C'est à la chute du mur de Berlin que la communauté internationale a décidé qu'il faut faire la guerre froide est finie, donc il faut la démocratie un peu partout. Mais pour qu'il y ait cette démocratie, on a érigé la société civile comme contrepoids, comme sentinelle de la démocratie. Donc, aujourd'hui, la société civile a un poids énorme. Vous pouvez arriver au REDAC et trouver qu'un représentant de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, basé à Genève, est de passage. Il est venu voir la société civile camerounaise. Donc, cette société civile a un poids certain. Quand il y a eu l'affaire de Garbou, oui, l'État a dû reconnaître qu'il y a eu des problèmes. Donc, cette société civile, elle est soutenue par la communauté internationale, et notamment l'ONU. Vous ne pouvez donc pas faire en sorte qu'on menace la société civile. Ça aura des répercussions sur l'État camerounais et sur son gouvernement. Alors, vous avez parlé du REDAC tout à l'heure, comme d'autres organisations de la société civile. Oui. Un monde d'avenir. Voilà, un monde d'avenir. L'État, notamment lorsqu'on voit les récentes correspondances du ministre de l'administration territoriale, oui, pointe souvent du doigt ce qu'il considère comme étant l'activité pas traçable de ces organisations de la société civile. D'ailleurs, le ministre de l'administration territoriale parlait de financement, oui, pas toujours justifié. Oui. Est-ce que la société civile aujourd'hui, comme le pense quelqu'un, n'est pas plutôt un ensemble d'institutions qui profitent d'un certain nombre de financements et qui ne jouent pas pleinement son rôle que vous tentez de décrire? Non, on n'y peut rien. On n'y peut rien parce que la société civile est protégée par la communauté internationale. Et donc, c'est elle qui finance cette société civile. Au profit de qui, finalement? Au profit de qui? Au profit de ses activités. Maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure l'État peut avoir l'œil sur le financement de la société civile. N'oubliez pas. L'actuel ministre de l'administration territoriale dit, par exemple, qu'il y a un risque, n'est-ce pas, d'activités malveillantes pour la sécurité de l'État et la tranquillité de l'ordre public. C'est ce que dit le ministre de l'administration territoriale. C'est son droit. Sauf que jusqu'ici, on ne voit pas très bien comment cette société civile dérange, puisque cette société civile n'entre pas dans le débat entre l'opposition et le parti au pouvoir. Ce que le parti au pouvoir conteste. Il parle de cette société civile comme étant braquée sur des actions toujours contre le gouvernement. Non, cette société civile est là pour surveiller donc le fonctionnement de la démocratie et donc
comment l'État gère la démocratie, les droits de l'homme, la presse, l'exercice des droits civiques et tout ça. Elle a été érigée pour jouer ce rôle-là, justement. Alors, l'État, notamment, et l'administration lui repose souvent de ne pas pointer du doigt, notamment dans les situations de crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, les exactions qui viennent des groupuscules et des bandes armées qui sévissent de ce côté-là, et donc un comportement totalement à charge contre l'État. Ça, c'est vrai que l'État reproche à la société civile, notamment les organisations des droits de l'homme, le fait qu'ils soient un peu plus frileux quand ce sont les séparatistes qui attaquent. Et ça, il faudra que les organisations des droits de l'homme puissent prouver qu'ils sont aussi bien sévères avec l'État qu'ils le sont aussi avec les séparatistes. Et ça, il faudra que les organisations donnent les preuves. Alors, maintenant, Madame Alice Combes est une grande icône, hein, c'est une guerrière du droit. Donc, vous voyez qu'on n'a pas voulu explicitement y arriver, mais on sait très bien que l'affaire reste pendante et que Maître Alice Combes a posé un certain nombre de préalables, le ministre de l'administration territoriale et notamment le préfet. On suivra de toutes les manières cette affaire avec beaucoup d'intérêt. Alors, pour rester sur le cas de la question des partis en situation difficile sur le plan sécuritaire. On va parler de ça avant de prendre le reportage tout à l'heure qui va nous ramener sur la deuxième dorsale de cette émission. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, depuis 1996, légèrement un peu plus, les tensions ont viré au conflit avec beaucoup de pertes en vies humaines. C'est une question aujourd'hui au centre de toutes les préoccupations, notamment de ceux qui ambitionnent de diriger le Cameroun. De votre point de vue, en un mot, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de s'en sortir? Je vais vous dire, quand M. Kofi Annan est venu ici en 2001, au banquet d'État, il a dit il faut faire attention aux protestations du pays, de la région anglophone. Parce que pour l'instant, ils font des petits trucs, ils hissent le drapeau le 1er octobre, on vient, on les disperse et ils s'en vont. Le Cameroun est pupille de l'ONU. Le Cameroun est pupille de l'ONU. Nous avons obtenu notre indépendance à l'ONU. Donc, dès qu'on a supprimé le fédéralisme, les activistes anglophones sont allés à l'ONU directement pour poser plainte. C'est-à-dire Albert Moukong, Gorgi Dinka et d'autres, pour dire que nous nous sommes réunis en 1961, mais voilà que les francophones ont saccagé notre deal. On parlait d'une assimilation. Une assimilation, on veut les francophoniser. Bref, il y a eu des choses qu'ils ont déposées à l'ONU, et l'ONU a tendu l'oreille à ces récriminations. Et ce que Kofi Annan a dit à Yaoundé, c'était que faites attention, ça commence comme des petites escarmouches, un jour ça pourra déboucher sur autre chose. Bon, il a dit en 2001, en 2016, c'est autre chose. 15 ans plus tard. Voilà. Alors, vous semblez dire là qu'on n'a pas suffisamment pris avec... prêtez attention. Alors aujourd'hui, ce qui s'est passé est douloureux, dramatique, avec beaucoup de scènes dramatiques. Comment on fait pour, à défaut de s'en sortir totalement, de régler la situation et d'y apporter des solutions qui portent de l'espoir pour l'avenir? Il y a beaucoup de solutions. D'abord parce que les activistes, les Amba Boys, n'ont pas entraîné, comment dire ça, toute la nomenclature que ce soit les chefs, les élites, personne, parce que chacun a des intérêts du côté francophone. Tout à fait. Donc, on tient à être ensemble. Et si Mafani Moussongue, qui a eu l'honneur de présider à cette commission-là pour voir ce qu'il y a lieu de faire,
Et dans ses conclusions, il a dit que tout le monde revendique le retour au fédéralisme. D'abord parce qu'il faut dire ce qui est historiquement. La fin du fédéralisme est venue de ce qu'on est entré dans l'exploitation pétrolière. Bon, et dans l'exploitation pétrolière, comme dans d'autres régions où on exploite le pétrole, par exemple au Canada, en Alberta, il y a du pétrole. Mais on laisse une partie de la manne pétrolière pour le développement local de cette province. Voilà. Et ce que les anglophones nous reprochent, c'est que le pétrole est dans le sud-ouest. Mais ils ne sont nulle part. SCDP, SNH, Sonara, ils ne sont nulle part dans la chaîne. Et ils l'ont répété le jour où ils sont venus au grand dialogue de Yaoundé. En 2019. Oui, oui, ils l'ont dit. Donc, c'est une décision qui est actée par des francophones. Et je dis que c'est une décision du néocolonialisme, parce qu'il n'y avait aucune raison pour qu'on supprime le truc. Bon, le président Ahidjo est parti à l'Assemblée nationale pour dire que non, vraiment, ce n'est pas possible, ça nous coûte cher. Deux États fédérés. Oui, on a d'autres objectifs. Nos objectifs, c'est le développement. Donc, on ne peut pas faire... Oui, mais quand on dit ça, ça veut dire que pour vous, le fédéralisme est un gadget. Oh, on n'a pas d'argent, bon, on laisse tomber. Non, on a décidé de ça pour ménager les deux cultures. C'est pour ça qu'on a fait le fédéralisme. Donc vous ne pouvez pas, au détour d'un truc, mais c'était une décision inopportune de votre point de vue. Non, c'est pas une opportune. C'est du néocolonialisme qui a voulu que la France nous pousse à renoncer au fédéralisme. Très bien.